Car Marlène Schiappa est l'invitée de Marie Chantré ce matin. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La matinale de LCI, je le rappelle, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Dans quelques semaines sera présenté en Conseil des ministres un texte contre les violences sexistes et sexuelles. Et sur le sujet, on le sait, vous êtes en première ligne. Et c'est à votre demande qu'un rapport a été commandé, chargé d'étudier la verbalisation du harcèlement de rue, fruit du travail de 5 députés. Certaines recommandations commencent à être connues des parlementaires qui proposent notamment des sanctions immédiates pour des gestes déplacés, des sifflements ou des remarques obscènes. De quoi parle-t-on vraiment ? Bien, l'idée, justement, c'était de demander à 5 députés d'horizons politiques, de groupes politiques différents, de plancher. Et c'est ce qu'ils ont fait sérieusement en menant plusieurs dizaines d'auditions pendant plusieurs mois. Et ils nous font des recommandations très concrètes. Donc, ils nous remettront ce rapport ce soir à moi-même et mes collègues de l'Intérieur et de la Justice afin de pouvoir clairement verbaliser le harcèlement de rue. Donc, mettre une amende pour outrage sexiste dès lors que ce phénomène se produit. Alors, à quel montant pourrait s'élever cette amende, justement, une amende de 4e classe d'outrage sexiste et sexuel? C'est ça, les députés nous recommandent une amende de 4e classe et donc ça correspond à un montant entre 90 quand c'est minoré et 750 euros. 750 euros, c'est quand il y a des relances et quand l'amende n'est pas payée immédiatement mais qu'elle est envoyée à votre domicile et ensuite relancée. Donc ça nous fait une fourchette entre 90 et 750 euros. L'infraction devra être constatée en flagrance absolument. Par des agents de la toute récente police de proximité du quotidien. On sent qu'il y a une demande de la part des Français. Un récent sondage dit que 68% des personnes interrogées y sont favorables justement à cette amende. Oui, absolument. Et puis il y a une autre étude qui nous dit, une étude IFOP Fondation Jean Jaurès, qui nous dit que 8 femmes sur 10, près de 8 femmes sur 10, ont peur quand elles sortent toutes seules le soir. Donc je crois que c'est la responsabilité des pouvoirs publics de créer un climat de sécurité et de protéger l'intégrité physique des femmes en disant noir sur blanc que les lois de la République interdisent que l'on intimide des femmes dans l'espace public. Ce qui pose question aussi, c'est la sollicitation de ces policiers qui sont sursollicités sur le terrain. Ça reste aussi une notion très subjective. Comment agir efficacement de la part des policiers? Mais c'est là qu'est la difficulté. Vous avez raison, ça peut être subjectif, mais moi je crois que de la même manière qu'on a su définir le harcèlement moral au travail dans la loi, on peut définir l'outrage sexiste. C'est une écriture que nous sommes en train de faire sur la base des recommandations de ces policiers. Et c'est le projet de loi que je présenterai au cours du mois de mars en Conseil des ministres. Le rapport qui suggère aussi que la police municipale, mais aussi la police des transports, soit sollicitée également, car dans les transports aussi, c'est un lieu où on constate régulièrement des dérapages, voire des violences sexuelles. Oui, absolument, dans les transports et aux abords des transports. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République, quand il a lancé la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes à l'Élysée... Grand discours prononcé, voilà, exactement, le 25 novembre, avait mentionné spécifiquement les abords des gares et des grandes stations de RER ou de bus, de tram, etc. Parce qu'on sait très bien que ce sont des points névralgiques et des lieux en tension. Et dans ce rapport, des recommandations nombreuses, donc avec des armes, entre guillemets, pour une utilisation aussi quotidienne. On parle d'applications sur smartphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin? Oui, écoutez, il existe. Alors, il y a deux choses. D'abord, il existe actuellement des applications sur smartphone comme And the Way ou d'autres qui permettent aux femmes d'alerter lorsqu'elles sont dans un environnement où elles pensent qu'elles peuvent être soumises à du harcèlement de rue. Directement rattachées aux forces de police? Alors, ça, c'est une initiative privée. Et ensuite, une initiative publique, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a commencé à présenter dès hier une grande plateforme. Et l'idée, c'est d'aller à terme à une plateforme qui permette aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de parler directement avec des policières et des policiers en étant connectés. Ça va dans ce que le ministre de l'Intérieur a présenté, dans toute une forme de digitalisation des outils à la disposition de la police. Je le disais, toutes ces recommandations, elles vont être étudiées. Ce sont des options pour le moment. Oui. Certaines d'entre elles vont être intégrées au texte. Quand sera-t-il présenté en Conseil des ministres, justement? Alors, il y a une première discussion en Conseil des ministres général le 7 mars. Ensuite, nous avons un comité interministériel le 8 mars, le jour de la journée internationale pour les droits des femmes. Et ensuite, fin mars, il y aura une présentation du texte stricto sensus en Conseil des ministres et ensuite le débat parlementaire. Donc je table sur une adoption du texte avant l'été. Il y a une priorité aussi, c'est prévenir ces comportements. Oui. C'est extrêmement important. Et là aussi, dans ces recommandations, il y a la mise en place peut-être de stages pour ces auteurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est concrètement applicable?
Oui, il y a déjà des stages qui existent pour d'autres sujets. L'idée, pour nous, c'est vraiment de prévenir la récidive. Parce que la plupart des études nous le montrent, il y a une forme de continuum des violences sexistes et sexuelles. Donc quelqu'un qui va commencer par du harcèlement de rue et va avoir une forme de sentiment d'impunité, va poursuivre et peut-être ensuite aller vers des agressions sexuelles, des viols et pire. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de mettre fin dès le début et puis de faire ce travail de stage, donc, qui seront effectivement payant à la charge du harceleur qui aura été verbalisé en flagrant délit par la police. Et ensuite, il sera envoyé dans ce stage au cours duquel on va faire un travail tout simplement d'éducation et puis aussi pour prévenir effectivement la récidive. Cela sous-entend également des moyens déployés, oui. de l'argent aussi, parce que, on le rappelle, votre secrétariat d'État est peut-être le moins bien doté, 30 millions d'euros par an. Donc il va falloir que ça se développe. Je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'il y a 420 millions en interministériel. C'est le budget le plus haut qui n'ait jamais été consacré dans l'histoire de France à ce sujet. Et il y a un certain nombre de choses qui sont payées par d'autres budgets. Par exemple, à la plateforme dont nous parlions, c'est le ministère de l'Intérieur. Le téléphone d'alerte grave danger pour la première fois, il est pris en charge par la justice. Hier, j'ai présenté avec Olivier Dussopt des formations et tout un plan important dans la fonction publique contre le harcèlement sexuel. C'est pris en charge par Bercy. Donc il y a vraiment un abondement extrêmement fort interministériel. Récemment, dans une interview au Parisien, le procureur de Paris, François Molins, est revenu sur la hausse du nombre de plaintes des harcèlements et agressions sexuelles constatées notamment après Balance ton port, le fameux hashtag, ou encore hashtag MeToo. Ils ont connu une augmentation de 20 à 30%, mais il le dit avec un pic en octobre dernier, 154 plaintes seulement pour ce seul mois. Cependant, il le dit, cet effet serait en train de retomber. Est-ce que vous le dites encore une fois, comme lui d'ailleurs, cet appel à ces femmes à se signaler? Bien sûr, moi je l'ai fait sans cesse. Deux choses, parce que je pense qu'il faut être subtil, c'est un sujet qui est délicat. Un, moi je ne suis pas pour l'injonction à porter plainte, c'est-à-dire je ne vais jamais culpabiliser une femme parce qu'elle n'est pas allée déposer plainte. Déposer une plainte, c'est un choix personnel, ça veut dire qu'on s'engage dans une démarche, il faut être prête pour cela. Deux, il faut être accompagné, et c'est pour ça que moi j'ai maintenu toutes les subventions, je n'ai pas baissé d'un seul euro les subventions nationales en direction des associations qui accueillent des femmes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, parce qu'il faut accompagner ces femmes. Et troisième chose, évidemment, la justice, elle se rend dans les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux. Donc quand on veut entamer une démarche de judiciarisation et de condamnation, c'est très important effectivement d'aller porter plainte pour mettre fin justement à cette forme d'impunité. Je rappelle que d'après les chiffres officiels, c'est pas mon calcul, ce sont les chiffres officiels, seuls 1% des violeurs font de la prison finalement. Des problématiques dont certaines personnalités s'emparent. Je voulais vous interroger sur cette une de Libération. Ce matin, à 3 jours de la cérémonie des Césars, plusieurs personnalités, des centaines d'actrices, de femmes de cinéma s'engagent. Elles appellent notamment au don afin que ces femmes, justement, puissent se défendre, puissent prendre un avocat. C'est une initiative, j'imagine, que vous soutenez. Bien sûr, c'est une déclinaison française de l'initiative des actrices américaines Time's Up. Et moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des actrices qui s'engagent. Un, pour l'appel aux dons et puis pour l'aspect financier. Et deux, pour l'aspect symbolique aussi, parce que toutes ces actrices, ces artistes, ces productrices sont très populaires, incarnent quelque chose, je crois, pour les femmes françaises. Et donc, savoir qu'elles s'engagent et qu'elles soutiennent les femmes dans ce grand mouvement de libération de la parole ou de libération de l'écoute, je trouve que c'est un signal très positif, en effet. Tous ces sujets, on l'a remarqué, déchaînent la passion sur les réseaux sociaux, pas forcément de la meilleure des manières. Je voulais vous interroger parce que vous êtes vous-même monté sur le devant de la scène, sur cette députée de La République En Marche, Aurore Bergé, et une tenue qui a remarqué, ou qui en tout cas a été remarquée par certains, et des propos parfois très injurieux. Et on vous a senti très en colère, notamment par un tweet que vous avez posté dès dimanche. C'est insupportable, selon vous, ce type de propos? Mais écoutez, moi j'étais passée à côté, et c'est effectivement Aurore Bergé elle-même qui m'a, avec qui on est en contact, qui m'a interpellée sur ça. Moi, je trouve ça assez incroyable parce qu'on est toujours dans une forme de dichotomie où on doit être ou une femme de pouvoir ou une femme sexualisée et on n'aurait pas le droit d'être les deux. On n'aurait pas le droit, dans son cas, d'être avec une mini-robe, dans d'autres cas, de faire autre chose. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est quand même assez affligeant. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi le déferlement parfois de certaines haines. Je pense à cet exemple notamment de cette jeune métisse qui a été retenue pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc. Vous avez pris position. Son papa demande à ce qu'Emmanuel Macron intervienne et vienne à Orléans le jour de la représentation. Emmanuel Macron a dit qu'il ne pourrait pas venir. Est-ce que vous avez apporté votre soutien? Vous pourriez être présente lors de cette représentation-là à Orléans? Bien sûr, moi, si on m'invite, j'irai évidemment. Moi, je suis affligée parce que cette petite jeune fille qui a, je crois, 17 ans, elle a envie de s'engager
s'engager. Alors après, quel que soit son engagement, mais elle a envie de s'engager, elle est bénévole, elle donne de son temps pour les autres, elle a envie d'incarner Jeanne d'Arc, qui est tout de même une héroïne nationale, et elle n'aurait pas le droit parce qu'elle est métisse. Je trouve ça incroyable et je trouve ça abject de ce déferlement de haine contre une petite jeune fille de 17 ans dont le seul tort, c'est d'être engagée, d'être bénévole et d'avoir envie d'incarner Jeanne d'Arc, une héroïne nationale. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut la soutenir et il faut qu'il y ait une forme de cohésion nationale autour d'elle. Je le disais dans votre présentation tout à l'heure à l'antenne, parfois votre parole cash vous a été reprochée. J'ai en tête notamment des propos sur Nicolas Hulot ou encore Gérald Darmanin. Qu'en est-il aujourd'hui de votre position? Une plainte a été classée sans suite concernant Gérald Darmanin, mais vous le disiez, lors d'un déplacement aux États-Unis, vous ne pourriez pas faire partie d'un gouvernement avec un ministre condamné pour viol, dans les propos que vous maintenez aujourd'hui? C'est ça les paroles cash dont vous parliez? En tout cas, parfois, on vous reproche d'aller peut-être un peu trop loin, de donner trop votre avis. Est-ce que c'est une réalité d'ailleurs? Là encore, je trouve ça assez sexiste parce que je ne donne pas mon avis. J'utilise l'action publique et la parole publique. Donc c'est pas je suis en train de donner mon avis. Vous ne m'avez jamais entendu prendre la parole sur des sujets qui sont totalement en dehors de mon champ de compétences. Là, c'est par exemple, je sais pas, il y a énormément de sujets sur lesquels je n'ai pas pris la parole. Quand je prends la parole, c'est parce qu'il y a une action à mener et parce qu'il y a une parole publique. Par exemple, sur Gérald Darmanin, c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne sais pas à quelle parole cash vous faites référence parce que la seule chose que j'ai dite sur Gérald Darmanin, peut-être on vous a reproché votre manque d'engagement ou peut-être d'être manque d'engagement. Alors il y a 5 minutes, on me reprochait d'être trop engagée. moins tranché que sur certains autres cas qui ne touchaient pas de collègues au sur gouvernement. Quel cas, par exemple? Sur notamment ce consentement pour l'âge sexuel des mineurs, ça, c'est pas la même chose sur l'affaire Jonathan Daval. Alors le consentement, en fait, c'est un projet de loi que je vais déposer. Donc Dieu merci, je suis engagée. Ce serait un peu étrange de proposer un projet de loi, de le présenter, de le défendre en disant moi après tout ça m'est égal. Donc oui, je suis engagée et heureusement que je suis engagée. Et peut-être une certaine gêne qui peut s'entendre d'ailleurs concernant des membres du gouvernement. Moi, je vous appelle à regarder toutes les affaires, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne mise en accusation, que ce soit Tariq Ramadan, que ce soit un député, que ce soit un membre du gouvernement, que ce soit quelqu'un d'anonyme. J'ai toujours dit depuis le début, depuis ma première interview sur le sujet dans Le Parisien, le titre était « La justice ne se rend pas sur Twitter ». Je l'ai toujours dit, moi je suis farouchement attachée à l'état de droit. Donc la justice, ce n'est pas un tribunal populaire où on juge par la foule à main levée la personne pour dire si elle est coupable ou pas, quel que soit son rang et quel que soit son statut social. C'est ce que j'ai toujours dit. Autre dossier sur lequel vous êtes en première ligne, la révision de la loi bioéthique. Le gouvernement a-t-il fixé sa feuille de route, notamment concernant la PMA ? Alors, il y avait un engagement de campagne du président de la République sur la PMA, disant qu'on allait ouvrir la PMA à toutes les femmes, parce que je rappelle qu'actuellement, la PMA est autorisée pour les femmes qui sont en couple avec un homme, mais qu'elle est interdite pour les femmes qui sont célibataires ou en couple avec une femme. Donc un certain nombre de décisions de justice, notamment européennes, nous disent que c'est une forme de discrimination et donc il faut l'ouvrir. Donc c'était un engagement du président. Et il y a un engagement de forme qui a été pris, qui était de dire on va faire une large consultation. C'est pour ça qu'actuellement, il y a les états généraux de la bioéthique. Donc chacun peut encore y participer. Mais débats et polémiques seront sans aucun doute au rendez-vous. Est-ce que vous redoutez finalement une deuxième salve après, comme le mariage pour tous? Est-ce que vous redoutez finalement? Non, moi je pense que ça fait, là, maintenant ça fait quand même plusieurs mois. On est bientôt en mars, on en parle depuis l'été et je n'ai pas vu de grands mouvements de foule. Donc je crois que tout le monde est capable de faire un débat intelligent en France, mesuré, cadré, avec des arguments de fond. Et moi en tout cas, je suis très vigilante à faire en sorte qu'il n'y ait aucun débordement homophobe dans le cadre de ce débat. Et sur ces thématiques, on sent quand même que vous y alliez à tâtons, peut-être moins rapidement que sur certaines thématiques. Vous voyez peut-être là où je veux en venir. Est-ce que vous considérez que réformer la SNCF, notamment par ordonnance, c'est une forme de brutalité ou une autorité naturelle du gouvernement ? Non, je ne pense pas que ce soit une forme de brutalité parce que l'idée, c'est qu'il y ait une large concertation avant avec notamment les partenaires sociaux. Et les ordonnances, écoutez, elles font partie du fonctionnement de la Ve République. Et je rappelle qu'avant les ordonnances, il y a un vote pour habilitation des ordonnances au Parlement. Donc on passe quand même par la voie parlementaire. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de débat public. Au contraire, je crois que c'est un débat qui intéresse tout le monde. Moi, j'étais élue de la Sarthe. En Sarthe, il y a énormément de TGV, de gens qui tous les jours prennent le TGV, qui pâtissent des retards. Ces petites lignes, en effet, qui est au cœur. La question des petites lignes est aussi importante, mais la question aussi des gens qui prennent le TGV, même pour aller sur leur lieu de travail. Et effectivement, le moindre retard peut leur faire perdre leur emploi, peut les mettre dans des situations familiales très difficiles.
pour aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. Donc je crois qu'il y a un fonctionnement à revoir de la SNCF et je trouve que c'est bien que le gouvernement s'en empare. Merci beaucoup Merci Marlène à vous. Schiappa d'avoir été avec nous ce matin. La suite de la matinale tout de suite avec Pascal de la Tour du Pin.